Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SAB Santé. Aujourd'hui, je suis avec Martin. Salut. On va parler d'intimité. Qu'est-ce que le handicap t'a apporté ou pas? Parce qu'on ne le voit pas là sur la vidéo. On le voit pas, non? Et vous allez rien voir dans cette vidéo. Par contre, on va vous amener les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Oui, parce que je sais que vous vous posez des questions. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Martin, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Oui, alors je m'appelle Martin Petit, je vis sur Bordeaux, j'ai 31 ans. Il y a 6 ans, j'ai eu un accident de plongeon à l'océan. Le 21 août 2017, je me suis fracturé la 5e cervicale. J'ai eu une atteinte sur la moelle épinière au niveau C6-C7 et j'ai ce qu'on appelle une tétraplégie basse, donc qui est caractérisée par une atteinte de mes 4 membres. Donc j'ai pas l'usage des doigts et pour faire très court, je suis paralysé des pectoraux jusqu'au doigt de pied. J'ai pas les doigts, mais il me reste encore le releveur du poignet sur les deux côtés. J'ai les épaules, un petit peu le haut du dos et c'est déjà bien. Et je suis autonome, surtout, voilà, on va avoir l'occasion d'en discuter. On va reprendre les définitions. La colonne vertébrale, ce sont les os. Je vous le mets là. Au niveau cervical, c'est la partie de la colonne en haut entre le crâne et le thorax. Et la moelle épinière, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la colonne. La colonne, en fait, c'est toutes les petites vertèbres qui, les unes après les autres, bougent, mais protègent la moelle épinière. Tu as une lésion de la moelle épinière au niveau de C5, C6, c'est ça? C6, C7. C6, C7. Sur cette zone basse des cervicales, ça te permet surtout d'avoir encore l'usage de tes épaules et un petit peu de tes bras, ce que tu as expliqué tout à l'heure. Exactement. Le C6, C7, ça correspond à l'innervation des triceps. Donc j'ai des triceps qui vont être faibles. Bon, je peux faire un vite fait. Là, je peux pas lever mon bras, donc je peux pas utiliser le triceps. Donc c'est le muscle antagoniste au biceps. Vous allez faire des révisions d'anatomie là. Il est meilleur que moi, franchement. Ah, en euros, ça va, je suis assez calé. Et du coup, sur le bras droit, ça va, j'arrive à lutter contre la pesanteur. Par contre, si on met du poids, tout de suite, ça devient compliqué. Alors pourquoi Martin il parle de lutter contre la pesanteur? En fait, quand on teste des muscles, avant de tester leur fonctionnalité, on teste leur force. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de contraction musculaire. 1, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une myocontraction, une fibrillation. C'est un petit quelque chose, mais ça peut pas amener de mouvement. 2, c'est sans la pesanteur. 3, c'est avec la pesanteur. 4, c'est avec du poids. 5, c'est censé être votre muscle optimal. Quand tu expliquais la différence entre les deux côtés, c'est surtout que pour l'instant, toi, tu as un côté où tu n'arrives pas à lever contre pesanteur, donc tu es à 2, et tu as un côté où tu arrives à lever contre pesanteur, donc tu es à 3. Je suis à 2 sur 5 à gauche et 3 sur 5 à droite. Donc ça, c'est des corrections neuro que les médecins rééducateurs utilisent déjà pour voir s'il y a une évolution. Parce que quand l'accident arrive et quand il y a la première lésion, au début, il y a beaucoup d'hématomes, il y a beaucoup d'inflammation. Et dans les toutes premières semaines, il peut y avoir une récupération. Là, on est à 6 ans, la récupération, on n'en parle plus. Ça y est, l'état de fait. Mais par contre, on a vu dans une précédente vidéo sur Instagram que tu te levais. Ouais. Ça, est-ce que tu peux nous dire grâce à quoi c'est dû? Déjà, il y a plusieurs choses. Donc là, on vous a dit un petit peu les niveaux de lésion. Il y a une autre notion qui est importante, c'est la tétraplégie ou la paraplégie. C'est valable pour les deux. Complète ou incomplète. Complète, c'est quand tu n'as effectivement aucun mouvement et aucune sensation. C'est-à-dire que ta moelle, elle a été sectionnée ou très violemment comprimée, auquel cas, il n'y a rien qui passe. Aucune information descendante comme ascendante. Et vous avez la tétraplégie ou la paraplégie incomplète, où là, vous allez avoir de la sensation, de la sensibilité, de la proprioception et pour certains, de la récupération. Moi, j'ai eu la chance d'être tétraplégique incomplet, donc j'ai tout le retour proprioceptif. Encore une fois, on est tous différents, parce que moi j'ai le sentiment d'avoir la sensation, j'ai la sensation partout, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais qui peuvent être aussi considérés comme incomplets, parce qu'ils vont avoir des petits retours, etc. Ça aussi, ça dépend comment la moelle elle a été lésée, à quel niveau, de quelle manière, etc. Mais un schéma de coupe de la moelle, là. En fait, vous avez dans la moelle épinière tout la transmission des informations du cerveau à ce qu'on appelle la périphérie, donc au reste de votre corps. Il y a le sens ascendant et descendant. L'ascendant, c'est plutôt la sensibilité. Quand vous touchez quelque chose avec votre doigt, là, la sensation que est-ce que c'est doux ou pas sur le canapé, c'est la sensibilité qui va remonter au cerveau et être interprétée. Et le fait que je puisse bouger mes doigts, c'est mon cerveau qui donne des indications à mon doigt, plus ou moins automatisées. Si je me sers de mes doigts pour écrire, pour faire de la guitare, que j'ai l'habitude, c'est automatisé. Et quand je vais commencer un nouveau morceau de piano, par exemple, je suis obligée de déchiffrer et je mets beaucoup plus de temps. Mais c'est quand même le même schéma, c'est du cerveau au muscle. Donc là, ce que tu expliques, c'est que dans le sens descendant du cerveau au muscle, il reste un petit peu de spasticité, donc il reste un petit peu de messages qui passent, mais tu n'arrives pas à les coordonner. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, j'ai le retour sensitif, proprioceptif. La chance que j'ai eue, c'est que les tétraplégies ou les paraplégies incomplètes, pour certains, ont des chances de récupération. Donc déjà, on va dire initialement, quand on fait l'examen clinique, on a défini que j'étais incomplet. Donc, incomplet, on m'a laissé supposer qu'il y avait des chances que je puisse récupérer. Mais
qui pouvaient pas se prononcer. Donc ça, on va pas rentrer dans tous les détails. Moi, j'ai une tétraplégie incomplète. La chance de la tétraplégie incomplète, c'est que j'ai pu aussi récupérer 2-3 choses. Donc c'est très infime. Tout à l'heure, tu parlais de contraction. Moi, effectivement, il y a plein d'endroits dans mon corps où j'arrive un petit peu à contracter, etc. Donc c'est cool pour un petit peu se la raconter, mais dans une volonté fonctionnelle, ça sert à rien. Par contre, il y a aussi une autre notion qui est très importante sur nos pathologies, c'est qu'on va avoir des troubles associés. Donc les troubles associés, on va en parler avec tout ce qui est sexo, etc. C'est qu'il y a tous les troubles vésico-sphinctériens, on va avoir des problèmes d'hypotension, on va avoir de la spasticité, et c'est justement là où je vais en venir pour faire la transition, c'est que la spasticité, c'est ce qui me permet de me mettre debout. En fait, mes muscles, ils vont se contrôler de manière anarchique, c'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique dans le jargon médical, et en gros, moi, je suis capable, de par la tétraplégie incomplète que j'ai et le retour proprioceptif sensitif que j'ai, de pouvoir exploiter ces spasmes-là pour pouvoir me mettre debout. Parce que imaginez une personne qui sent pas son corps, quand elle va se mettre debout, elle sait pas si son corps il se lève ou pas. Moi, j'arrive à le ressentir, donc j'ai un petit peu un cas d'étude où je suis capable d'exploiter ces spasmes pour me mettre debout. Je suis capable de les potentialiser avec mes toutes petites impulsions que je peux donner musculaires de ma petite récupération que j'ai eue dans mes quadris. Et pareil, après, je suis capable de me mettre en sécurité sur un plan de travail, comme on l'a vu tout à l'heure quand je me suis mis debout. Et après, pareil, je bloque mes articulations et une fois que je suis sécure, j'arrive à tenir debout. Mais à un moment, on voit que mes jambes tremblent, etc. Ça, c'est encore de la spasticité. Là, du coup, je la gère pas, c'est anarchique, ça peut me mettre en danger parce que ça me déséquilibre et je peux tomber. Donc à partir de ce moment-là, en général, c'est un peu l'indicateur comme quoi il faut que je me rassure. Donc, comme je disais, tu as fait quand même une force de tes faiblesses parce que tu as su exploiter toutes tes faiblesses pour en faire des forces et pour pouvoir être le plus autonome possible. C'est ça. Je pense que mon passé aussi de sportif, on en parlait tout à l'heure un peu en off, qui m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, Martin, il fait plein de choses, etc. Et je pense que j'ai des bonnes épaules. Parce que je faisais beaucoup de sport avant, beaucoup de musculation. J'ai le haut du dos qui est quand même assez développé et je l'entretiens. Alors après, c'est toujours difficile parce que... Probablement pas assez, mais ça c'est valide ou pas valide. À un moment donné, on est tous pareils. Le sport, ça nous fait un peu chier. Exactement. Après, j'essaie de le faire, mais c'est vrai que trouver le sport, trouver le temps aussi d'en faire, etc. Bon, ça, on est tous pareils. De toute façon, tu sais que c'est important, par contre, de continuer et d'entretenir. Exactement. Et puis après, il n'y a pas que ça. C'est que je faisais du sport, j'avais des notions en nutrition, etc. Donc pareil, il y a un handicap qui va s'ajouter au handicap. C'est que quand on prend du poids en fauteuil, vous imaginez bien que pour faire un transfert, donc un transfert, c'est quand on passe, par exemple, là, je suis passé du fauteuil à mon canapé, vu que neurologiquement c'est la même chose, si tu manges 10 kg, c'est comme si tu faisais du développé couché et que plus lourd. Donc faut faire attention à son poids, à la nutrition, et voilà, je suis assez attentif à tout cet écosystème. Finalement, ça tu l'as gardé de ton passé sportif. Ok, donc on vous a fait un petit peu un topo parce qu'il nous semblait important que vous compreniez ce que c'est la tétraplégie, la paraplégie, complet, incomplet. Et en gros, ce qu'il faut retenir pour la suite, c'est que la moelle épinière, en fait, c'est ce qui est un peu la route entre le cerveau et les muscles. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va parler sexo. Vous êtes là pour ça, on va en parler ensemble. J'en ai jamais parlé. T'en as jamais parlé ? C'est une exclue. C'est une exclue, merci de me faire confiance. Non, mais en vrai, ça me fait plaisir de le faire avec toi parce que justement, tu as cette compétence et cette expérience dans ta spécialité. Et je pense que c'est aussi important parce que c'est aussi des questions que je me suis posées moi en rééducation, dans ma vie, encore même aujourd'hui. Est-ce que c'est la première question que tu t'es posée ? Non, c'est partie des premières. Oui, oui. Il faut savoir que quand on parle, parce que là du coup on parle de santé sexuelle humaine, vraiment c'est maintenant reconnu par l'OMS comme quoi ça fait partie des besoins. Alors il y a les besoins vitaux, il y a les besoins reproducteurs, mais ça fait aussi partie de l'épanouissement complet d'une personne. Et c'est vrai que quand on est dans une position de maladie, c'est-à-dire que ça va être passager, des fois c'est des questions qu'on se pose. Forcément quand on arrive dans la position de handicap, ça vient aussi, d'autant plus quand on est un homme jeune. C'est ça. Forcément qu'en fonction de l'âge, peut-être que ça préoccupe plus ou moins. Il y a ça, et puis il y a ce côté aussi où moi j'ai eu ma sexualité avant, que j'ai connu une sexualité de valide, donc il y a aussi cette notion à différencier. Moi je peux parler de mon expérience qui est la mienne, mais je peux pas me mettre à la place évidemment d'une personne handicapée qui a grandi avec une pathologie depuis son enfance. Donc là, je vais parler de mon expérience et de certaines choses, mais encore une fois c'est très singulier, c'est très propre à mon histoire. La question qui vient le plus revenir, je suppose, et qu'on te pose de temps en temps, ou même que les filles que tu rencontres te posent, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer, c'est ça, t'as raison. Voilà, vous connaissez la technique de drive de Martin, donc... Ça y est, je suis grillé, moi. Non, en fait, effectivement, ça fait partie des premières questions. Souvent, même les hommes,
me pose la question, et ce qui est normal. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pudeur, et c'est aussi cette raison pour laquelle je voulais pas forcément faire cette vidéo avec n'importe qui, parce que le fait d'avoir un professionnel de santé, c'est gage de légitimité, c'est gage de qualité, et c'est gage de pédagogie. Tu te racontes pas pour toi, tu te racontes pour les autres. Si j'ai bien compris, c'est aussi pour les aider. Pour les aider, parce que, comme je disais, moi, ça a été les premières questions qui me sont venues à l'esprit. Forcément, c'est un marasme dans une vie, un handicap à tous les niveaux, notamment à ce niveau-là, quand t'es avec quelqu'un, comment ça va se passer? Est-ce que tu vas être capable de satisfaire ta partenaire? Est-ce que tu vas être capable de lui donner du plaisir? Est-ce que toi, tu vas en prendre? Enfin voilà, il y a tout qui se chamboule, et à ce moment-là, tu es dans une ignorance qui est énorme, et c'est aussi un sujet qui est très tabou. Et moi, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent me parler en off, qui me parlent de ça, et c'est vrai que j'ai jamais fait le pas. C'est pour un tétra. J'ai jamais fait la démarche d'en parler, parce que j'ai aussi ma pudeur. Je sais pas, aujourd'hui, je sentais le coup de le faire, et je trouve que ça peut être très bien, parce que ça peut être très salvateur, rassurant, et aussi montrer à des personnes qu'ils sont pas seuls, et que les difficultés qu'ils ont traversées, qu'ils traversent encore, et que je traverse aussi encore. Parce que voilà, c'est une vie, on a tous un travail à faire sur soi. Là, ce que je pense qu'il est important de rappeler à tout le monde, c'est que dans la sexualité, dans la vie en général, tout évolue tout le temps. Vous évoluez, ou votre partenaire évolue, que ce soit le même partenaire ou que ce soit un autre partenaire. Une sexualité, ça peut se vivre seule, bien évidemment, mais ça peut se vivre aussi en duo, et c'est souvent ce que les gens recherchent. Du coup, en fonction du duo, c'est différent, et finalement, valide ou pas valide, il y a une source de beaucoup de questionnements de base, la sexualité. Donc forcément, là se rajoute une question pratico-pratique. Ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que ce que tu as réinventé après, tu aurais été probablement dans une relation qui aurait duré 10 ou 15 ans, tu aurais aussi des choses à réinventer. Bien sûr, exactement. Bon, est-ce qu'on répond à la question? Eh ben ouais, est-ce que tu veux répondre à la question? Tout à l'heure, les filles miroiter, ce qu'ils veulent, c'est savoir si ça marche. Est-ce que ça marche? Eh bien écoutez, qu'est-ce que je peux faire comme blague? Oui, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Est-ce que je leur explique? Je peux expliquer, et puis toi, avec ton expérience et ton professionnalisme, tu pourras certainement rajouter des choses. En fait, il y a plusieurs choses. C'est que il y a la moelle épinière, donc on le disait, c'est ce qui fait le lien entre le cerveau, les muscles et notamment cet organe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le phallus, pour l'appeler comme ça, c'est un organe, donc c'est pas un muscle. Donc, il n'est pas paralysé en tant que tel. Par contre, effectivement, le fait d'avoir une lésion sur la moelle épinière, il va avoir des conséquences. Donc, pour faire assez rapide, tout ce qui est attrait au psychogène, donc si je vais avoir une sollicitation, un stimuli visuel, un truc qui peut favoriser mon excitation, mais voilà, il se passe rien. Par contre, sur stimulation, on va dire physique, la verge va se gorger de sang et ça va être possible. Alors encore une fois, moi je vais pas raconter les détails de tout, parce qu'on est tous différents. Par contre, il y a des personnes effectivement pour qui ça va être compliqué, et il y a des personnes pour qui ça va fonctionner plus ou moins bien. Et après, il y a aussi plein de choses qui existent pour favoriser une sexualité, donc que ce soit des médicaments pour avoir une érection qui est de meilleure qualité. Et après, on peut aussi s'aider de sextoy, on peut s'aider de plein de choses. Il existe des multitudes de choses qui permettent d'avoir une sexualité épanouie. Après, c'est ajuster le curseur avec aussi la partenaire, parce qu'il n'y a pas que ça non plus. Et donc, pour revenir au côté physiologique, donc il faut faire la part belle à toutes les choses. Il y a le désir, l'excitation sexuelle qui se fait dans le cerveau. Et comme je dis souvent, le premier organe sexuel, c'est le cerveau. On soit un homme, une femme, donc après, ce que vous voulez. En tout cas, tout commence dans le cerveau. Ça fonctionne. Alors, le cerveau fonctionne. Le cerveau fonctionne plutôt bien. Et l'information est transmise par la moelle épinière aux organes sexuels. Pénis, clitoris, c'est une évolution qui se fait dans le ventre de la maman quand le fœtus se développe, mais c'est la même origine embryologique, ça veut dire que ça fonctionne kiff pareil. Donc vous avez l'excitation cérébrale qui va passer via la moelle épinière dans les organes sexuels, et il va y avoir une érection pénienne et une érection clitoridienne, oui, le clitoris a une érection aussi chez les personnes qui possèdent un clitoris. Il se trouve que dans mon cas, quand il y a la moelle épinière qui est coupée, quand l'excitation cérébrale est là, elle ne se transmet pas. C'est pour ça que quand tu as dit mécaniquement en bas ça fonctionne. Parce qu'on sait aussi qu'il y a l'autre effet, il y a l'autre sens. Vous stimulez au niveau des organes sexuels, ça peut faire monter l'excitation ou ça peut faire clairement des signes d'excitation. Ça, je pense que vous les connaissez tous. Si vous ne les connaissez pas, vous me le dites en commentaire et ce sera une vidéo spécifique sur le sujet. Du coup, on dit l'appétit vient par le moment. C'est la meilleure image que j'ai trouvée. Mais à partir du moment où il y a du désir, même s'il ne passe pas sur les organes sexuels, à partir du moment où il y a une stimulation mécanique sur les organes sexuels, cela peut entraîner une érection. C'est ça. Après, on sait que l'érection, une fois qu'elle est là, qu'il y a une stimulation continue, il peut y avoir un orgasme. Quand on parle d'orgasme, en fait, ça veut dire plaisir extrême.
Vous pouvez avoir des orgasmes pour tout et pas uniquement sexuels. Il y en a qui aiment l'art et qui peuvent avoir des orgasmes visuels en regardant une belle œuvre d'art. Il y en a qui ont des orgasmes culinaires parce qu'ils mangent un truc exceptionnel, un orgasme auditif, etc. Donc, orgasme, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, c'est un plaisir intense. Donc, on va parler d'éjaculation. Et ça peut aussi fonctionner parce qu'en fait, que ça soit l'érection ou l'éjaculation, ce sont des boucles réflexes courtes. Je vous explique pourquoi. On a parlé de colonne vertébrale dans laquelle il y avait la moelle épinière. Mais en fait, la moelle épinière, dans ton cas en tout cas, elle est sectionnée en haut, au niveau cervical. Mais c'est pas parce qu'elle est sectionnée qu'en bas, on ne se passe plus rien. Elle est quand même vascularisée, elle fonctionne. Et il y a des boucles neurologiques qui sont courtes, qui ne passent pas par le cerveau. Et au niveau sacré, là, il y a des boucles qui fonctionnent et toute la sexualité autonome, finalement, fonctionne dans ces boucles courtes. Donc, en fait, avec une stimulation mécanique ou directement sur la verge, il peut y avoir une érection, voire une éjaculation. C'est ça. Et encore une fois, on est tous différents. Il y a des personnes pour qui ça va fonctionner, d'autres non. Il existe du matériel qui peut favoriser l'éjaculation. Il y a le Ferticaire, donc ça ressemble quand même beaucoup au sextoy que tu peux voir chez les femmes. Tu peux avoir le VibrErect, je crois qu'on le dit comme ça. Ça va être des outils qui vont permettre de favoriser l'éjaculation. Alors, il y en a pour qui ça marche. D'autres pour qui ça marche pas, il y en a un, il va marcher avec le VibrErect, l'autre ça va marcher avec le Ferticaire. On n'est pas du tout logé à la même enseigne à ce niveau-là. Mais ça c'est valide ou pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas de section de la moelle épinière, qui ont des troubles érectiles, qui ont des troubles éjaculatoires, parce qu'en fait, donc il y a toutes ces boucles neuro, mais il y a aussi le mélange effectivement avec l'excitation, etc., qui fait qu'on prend plus ou moins de plaisir, on a plus ou moins de sensations. Toi tu as parlé de la proprioception, donc je suppose que tu sens. Ceux qui n'ont pas du tout de proprioception, ça va mécaniquement pouvoir marcher et ça va plutôt servir à satisfaire un partenaire finalement qu'à satisfaire la personne plus qu'elle, elle va rien sentir. Le côté mécanique, parce que ça marche, mais ça fait sortir d'une sexualité hétéronormée classique de l'excitation, de la pénétration et c'est terminé. Maintenant, si vous suivez mon compte, vous savez que c'est pas du tout la sexualité normale, que la sexualité normative hétéronormée, il va falloir la gommer au fur et à mesure, que ce soit pour les douleurs pelviennes, que ce soit pour votre épanouissement sexuel. Et finalement, ça amène à réfléchir sur c'est quoi le partage à deux, c'est quoi le partage de la sexualité, qu'est-ce que l'un et l'autre ont envie et où c'est qu'ils ont envie de se retrouver. C'est ça. Et comment tu as juste le curseur sur créer un terreau favorable aussi à ce genre de moment, parce qu'on a tous une sexualité différente. Toutes des attentes différentes. Je veux rassurer aussi des personnes qui sont dans ma situation. C'est pas parce que tu te retrouves en fauteuil que ta sexualité elle peut pas être épanouissante. Elle va être différente. Après, il faut avoir aussi un partenaire qui est consciencieux par rapport à ça, qui a plus ou moins les mêmes attentes, qui est aussi curieuse par rapport au fait que qu'est-ce qui peut faire plaisir à une personne qui est dans des situations comme la nôtre. Et ça, je pense que c'est valable pour tout le monde finalement, qu'on soit en fauteuil ou pas. Pour répondre un petit peu à l'orgasme, là je peux parler plus en mon expérience peut-être personnelle. Moi, c'est vrai que j'en ai pas eu pendant 2 ans. J'ai eu ma première éjaculation au bout de 2 ans, justement avec le Ferticaire. Mais c'était plus dans une démarche de mettre en banque les spermatozoïdes. En tout cas, voir si l'arc réflexe, si l'éjaculation était possible. Auquel cas, derrière, je pouvais prétendre à aller mettre ça en banque pour des soucis de sécurité pour l'avenir, etc. On ne parle pas de la banque de France, hein, parce que c'est les banques de sperme. L'idée, c'est de congeler ton sperme pour pouvoir après accès à la parentalité. Je précise. Voilà, je pensais que c'était évident, mais tu as bien raison de préciser. Je précise. Donc au bout de 2 ans, j'ai eu cette éjaculation au centre d'éducation où j'étais suivi. Et moi, les moments où ça m'est arrivé, ça ne m'est jamais arrivé pendant un rapport, ça ne m'est jamais arrivé avec un partenaire, et ça m'est arrivé tout seul. Voilà, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous avez compris. Mais effectivement, j'ai eu, je pense au bout de 3 ans, tout seul, ma première éjaculation. Donc malheureusement, je les compte un peu sur la doigt de la main. Et encore une fois, c'est mon expérience et c'est pas l'expérience de tout le monde. Donc s'il y a des gens qui ont des appréhensions ou des peurs par rapport à ça, qui est ma définition de ma réalité n'est pas la vôtre. C'est aussi à vous d'avoir votre expérience, votre parcours de vie. Ça sera à vous de trouver vos propres réponses. Bref, pour revenir à moi, j'ai ressenti peut-être 3 ans ou 4 ans après, effectivement, tout seul, de retour, ce que je considère comme un orgasme très proche de ce que j'avais connu juste avant. Donc c'est possible, c'est moins évident, ça demande des adaptations. Ce que je note aussi, c'est qu'on en a parlé au centre de rééducation. Donc ça fait partie intégrante de la réadaptation. Ouais, et j'ai aussi envie de rajouter quelque chose qui est peut-être pour le coup un peu plus négatif, mais c'est vrai que quand tu es en centre de rééducation, tu as tout un accompagnement, tout un écosystème autour de toi qui va favoriser le fait que tu puisses en parler, etc. C'est des questions qui viennent vite quand même, et c'est valable pour beaucoup de choses quand tu es en situation de handicap et que tu sors du centre de rééducation. Cet accès à l'information, cet accès à des gens qui ont des compétences professionnelles, etc., des gens dans le domaine de la santé. Si j'ai pas la démarche, moi, d'aller vers le professionnel de santé, c'est un petit peu compliqué. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place quand on sort du centre de rééducation, que forcément c'est des choses auxquelles on pense et qu'on met
mais peut-être pas sur un ordre de priorité. Et encore maintenant, tu vois, ça va faire 6 ans. Je pense qu'il y a encore des choses qui existent pour favoriser ma sexualité et pour peut-être avoir des éjaculations et des orgasmes qui vont être plus récurrents. Il y a des choses que je connais pas. Et d'ailleurs, tu vois, ça peut être aussi l'occasion pour, je sais pas, des médecins, des infirmières, des kinés qui sont spécialisés dans ces questions-là, de peut-être mettre des commentaires pour apporter aussi leur lot d'informations, leur lot d'expérience, parce qu'encore une fois, c'est des sujets qui sont très tabous. Et regarde, même moi, ça fait 6 ans, j'en parle très peu. Et je trouve que c'est important de le faire, ne serait-ce que pour ouvrir la parole et peut-être voilà, me mettre à nu, si je reste habillé, pour voilà, ouvrir un petit peu toutes ces questions-là. Il y a les sexologues qui sont vraiment le professionnel de santé, maîtrise au milieu de la sexologie humaine. Et justement, dans les cours de sexologie, il y a le volet handicap, parce que forcément, la sexualité n'est pas exactement la même. Tu soulignes quelque chose. Alors je sais pas, peut-être que j'ai pas envie de décrier les gens qui sont sexologues, etc. Mais est-ce qu'on axe aussi sur l'aspect neurologique? Disons que sur la neuro-euro, la neuro-euro, ça veut dire qu'on est vraiment sur tout ce qui dysfonctionne quand il y a une lésion neurologique. Les professionnels les plus axés sur ça, ça va être nous, les kinésithérapeutes. Parce qu'on est rééducateurs et souvent, ça va même être les kinésithérapeutes spécialisés en neurologie, en forme de rééducation, qui vont se spécialiser sur la neuro-uro, parce que nous thérapeutes qui font de la périnéologie toute la journée, de la neuro, j'en ai très très peu. J'ai des douleurs chroniques, j'ai des choses qui peuvent dysfonctionner, mais de la vraie neurologie un peu complexe, dans nos cabinets de périnéo, on en voit peu. C'est parfois un petit peu compliqué de travailler en libéral. C'est quand même plus simple quand vous êtes en centre de rééduc et qu'il y a tout au même endroit. Ça va souvent être des kinésithérapeutes, des centres de rééduc déjà spécialisés en neurologie, qui vont se spécialiser sur l'urologie, vous apporter des connaissances mécaniques. Mais pour la rééducation à la sexologie et la adaptation à son corps, à son nouveau corps, le sexologue quand même aura plus sa place parce qu'il y aura un côté psychologique que nous on n'a pas. On n'est pas formé à la psychologie humaine, quand bien même il y a le côté purement mécanique, il y a le côté de se réapproprier une sexualité, de savoir comment tu abordes l'autre aussi dans la séduction, même la sexualité. Et tout ça, ils auront des réponses intéressantes à apporter. Voilà. Non mais je trouve ça intéressant. Une de mes difficultés, c'est la démarche. Si je fais la démarche d'aller voir quelqu'un, je veux qu'elle m'apporte des réponses. Et je me dis, est-ce que dans tous les professionnels de santé, qu'ils soient en kiné, alors je sais plus ta spécialité comme on le dit. Périnéologie. Voilà, merci. Ou les sexologues, est-ce qu'ils seront capables de m'apporter une réponse? Je pense que la difficulté, c'est qu'il y a très peu aussi de personnes qui vont dans cette démarche-là. Donc peut-être que le professionnel de santé n'a pas connaissance, on ne peut pas en apporter parce que peut-être que nous aussi, on ne va pas voir les professionnels de santé. Alors, il y a deux choses. Il y a une obligation du gouvernement, il y a l'OMS, que tous les professionnels de santé d'ici à 2030 soient formés à la question de la santé sexuelle. On allait loin. Mais pour que l'intimité ne soit plus tabou. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut des connaissances. Après, chaque professionnel de santé est libre ou pas d'aborder la santé sexuelle humaine. Moi, il se trouve que par ma spécialité, presque si c'était une obligation, puisque ça c'est partie des fonctions périnéales. C'est comme si je rééduquais un genou et que je cherchais pas à rééduquer la course, la marche ou le squat. À partir du moment où je rééduque un périnée, il faut que j'ai un minimum de connaissances en sexologie humaine et que je sache rediriger quand j'arrive à m'endetter de mes connaissances. Ça, c'est hyper important. Et après, l'autre chose, c'est que le patient prenne un peu sur lui et travaille un peu sur lui en disant « Je ne suis pas seul. » Une spécialité existe, c'est qu'en fait, tout le monde fonctionne pareil et trouver le bon professionnel. Parce que le sexologue vers ou il y a 30 ans, pas les mêmes que maintenant. Donc si vous avez déjà essayé il y a quelques années, ne vous inquiétez pas, le métier a changé. Après, le problème de la sexologie, c'est que c'est pas un terme protégé. Donc en fait, tout le monde peut être sexologue ou sexothérapeute en fonction des formations. Donc il faut un peu se renseigner sur les formations qu'ils ont fait. Et effectivement, c'est un professionnel de santé, vous aurez des questions plutôt théoriques. Si c'est un psychiatre ou quelqu'un qui est déjà psychologue, vous aurez un accompagnement aussi beaucoup plus psychologique qui peut être votre demande. Et c'est là où c'est un peu le flou artistique. C'est aussi pour ça l'intérêt des réseaux sociaux, l'intérêt d'Internet. Quasiment tous ont des sites Internet. Quand on voit quelqu'un parler, quand on voit quelqu'un s'exprimer, on voit si ça passe ou pas. Là, vous me voyez m'exprimer, il y a des gens pour qui ça va être génial ou vont trouver que ce que je dis c'est super bien. Et puis il y en a qui sont déjà partis depuis le début de la vidéo parce que ne serait-ce que ma tête, ça les a supportés. Et vous pouvez aussi faire une première séance chez quelqu'un et que ça ne fonctionne pas, et ben il faudra aller faire une deuxième. Alors je sais que tout ça, c'est un budget, etc. Mais il y a aussi beaucoup de lectures sur le sujet. C'est un accomplissement et c'est un chemin aussi. Il n'y a pas une réponse unique. C'est-à-dire que moi, j'ai beau avoir les connaissances théoriques, si vous venez dans mon cabinet avec une problématique, je vais vous aider à cheminer à trouver votre réponse, surtout en sexologie. Et si vous avez une pathologie, si vous avez un handicap, si vous avez une incapacité, je vais m'atteler à vous aider à faire le mieux. Mais si vous avez des questionnements sur votre propre sexualité, je vais vous aider à réfléchir. Je vais vous aider vers les sexologues avec qui je travaille pour réfléchir sur vous-même. Mais peut-être aller faire le taf. Déjà, commencez par réfléchir.
et par vous questionner sur les bonnes questions et par trouver aussi le ou les bons partenaires. Parce que quand on parle de sexualité en duo, il faut que la personne en face, elle soit relativement ouverte. Donc, si l'accident, l'handicap vous est arrivé au sein de votre couple, il va falloir que la personne en face, elle travaille aussi sur elle. Et si ça vous est arrivé et que vous n'étiez pas en couple, que les personnes à rencontrer, il va falloir qu'elles fassent un effort sur ça. Et qu'elles sortent aussi peut-être de leurs croyances, de leur sexualité qu'elles ont connues jusque-là. Donc c'est un travail d'équipe. Hein. Travail d'équipe et surtout rappeler, et ça fait un peu mal quand je le dis, mais pour moi c'est une réalité, l'amour, la construction d'un couple et la sexualité, c'est deux choses différentes. Ce que j'ai mis dans mon livre, c'est que la sexualité, c'est le ciment du couple. Mais si t'as pas les briques, tu fais rien. Donc c'est un truc en plus. Là où vous mettez les briques, en fait, quelles sont les briques importantes de votre couple, et vous êtes tous, là aussi, différents. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu parles d'accompagnement psychologique, et je trouve que c'est aussi une dimension qui est très importante, et encore moins maintenant, et je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes, et je pense que, de par ma posture médiatique, fait que j'ai aussi des gens, des jeunes hommes qui me posent la question par rapport à ça, qui n'osent pas aussi le faire, et c'est aussi la raison de cette vidéo. On se pose beaucoup de questions, et que des fois on se sent seul. Et tu vois, même moi, pendant que je fais la vidéo, je me dis, mais j'ai jamais consulté pour ça. Il faudrait peut-être que je le fasse parce qu'il y a aussi des choses que j'ai peut-être envie de moi-même sur les possibilités, sur ce qu'on est possible de faire. Et pour pouvoir en tout cas avoir le soutien d'un professionnel sur ces questions-là, sur un accompagnement psychologique, ça peut être très très intéressant parce que des fois on peut se sentir très seul. Moi j'ai quand même été en couple depuis que je suis en fauteuil. T'as peur de pas satisfaire ta partenaire, t'as peur d'être un peu émasculé d'une certaine manière parce que tu lui apportes pas ce qu'elle a envie. Alors moi j'ai jamais eu le sentiment que ça a été le cas dans mes relations, mais des fois quand les choses vont pas dans mon couple, je me dis peut-être que c'est un problème le fauteuil, ça me pèse, et ne serait-ce que pouvoir aller consulter quelqu'un pour en parler, je pense que ça peut faire du bien, ne serait-ce que délier les langues. Voilà, il n'y a qu'une métaphore pleine. Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Allez suivre Martin sur son compte Instagram et sur ta chaîne YouTube aussi. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite. Au revoir. Salut.